Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Omnicia. Je suis Simon et je vous aide à vous poser les bonnes questions afin de surmonter vos crises existentielles et à préparer votre avenir grâce à la philosophie. Dans ce podcast, je vous partage des réflexions et montre comment les mettre en pratique afin d'avoir une vie plus sereine. Ces épisodes sont enregistrés en live sur ma chaîne Twitch. Si vous voulez participer, il y a un lien dans la description. Sur ce, bonne écoute. Le thème d'aujourd'hui, c'est je voulais vous parler d'une notion qui va, à mon avis, se transformer après le confinement et après cette pandémie, s'il y a un après, j'espère que oui, qui est la notion de travail. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur l'histoire de ce concept, qu'est-ce qu'on en dit, faire la distinction également entre ce qu'on appelle un travail et ce qu'on appelle un emploi ou un métier. Parce que mine de rien, c'est deux choses qui sont assez différentes. D'ailleurs, on parle de pôle emploi et pas de pôle travail. Donc on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça. Et enfin, dans un troisième temps, on va se consacrer à l'avenir du travail. Comment repenser le travail, comment repenser l'emploi. Est-ce que ce sera quelque chose qui existera toujours ou est-ce qu'on va devoir vraiment transformer ceci pour l'adapter au futur de la société? On va commencer par l'histoire du concept. Faisons un bond de environ 2000 ans, peut-être même 2500 ans. On va s'arrêter sur une chanson qui ne date pas du tout d'il y a 2500 ans, qui est une chanson d'Henri Salvador, dans laquelle il dit que le travail c'est la santé et rien faire c'est la conserver. Je pense que ça peut être une bonne base. En général, évidemment, on aurait pu mobiliser plein de philosophes, et plutôt qu'Henri Salvador, je vous l'accorde, mais cette chanson nous permet de voir que c'est surtout la deuxième partie. Parce que si le travail est effectivement la santé, et que rien faire, c'est la conserver, ce qu'il faut savoir, à mon avis, ça va rappeler soit des souvenirs de cours de philo de terminale où vous allez apprendre quelque chose de nouveau, qui est l'origine, en fait, l'étymologie du mot travail, qui nous vient de tripalium, qui était un instrument de torture. Donc, à partir de là, si un mot a comme origine un instrument de torture, c'est un peu compliqué d'en faire quelque chose de cool. Surtout que quand on pense au travail et qu'on retourne dans la Rome antique ou dans la Grèce antique, seuls les esclaves en fait travaillaient, pendant que les citoyens s'adonnaient à ce que chez les Grecs appelaient ça la scolée, ce qu'a donné scolaire, le système scolaire, et ce que les latins appelaient de l'otium. En gros, les deux termes veulent dire le temps libre, le loisir. Donc les citoyens ne travaillaient pas, c'était les esclaves qui faisaient toutes les tâches que eux ne voulaient pas faire. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient ces citoyens pendant ce temps? Ils s'adonnaient à ce qu'on peut appeler la vie contemplative, c'est-à-dire l'étude du cosmos, l'étude de l'astronomie, la médecine, la science, l'art, la politique, etc. Bref, donc il y avait quand même une activité, on va dire plutôt intellectuelle. Là où justement le fait de, je sais pas, faire le ménage, prendre soin de chez soi, je sais pas, construire des choses, je sais pas, d'autres trucs qu'ils ne voulaient pas faire, c'était les esclaves qui le faisaient. Donc on part déjà d'un concept qui a comme origine un instrument de torture qui ne se pratiquait pas. Alors comment on peut en arriver ensuite à un pur argument politique? C'est ce qu'on verra par la suite. Là pour le moment on est vraiment au balbutiement du concept de travail. Platon dans le Protagoras essaye d'expliquer un moment d'où vient le travail. Et il a recours au mythe, notamment le mythe de Prométhée, pour nous expliquer que le travail est en fait presque une nécessité due à notre condition humaine plus ou moins chétive, ou même carrément chétive. Prométhée, pour juste faire un très gros résumé, c'est un personnage de la mythologie grecque qui a volé le feu pour le donner aux humains, pour qu'ils puissent s'en sortir. Parce que ce que nous explique Platon dans son mythe, enfin dans le mythe de Prométhée en tout cas, c'est que en tant qu'humain, on n'est pas du tout adapté à notre monde. On n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, on n'a pas de plumes, on a de moins en moins de poils. Et donc, il faut une technique pour pallier notre condition humaine d'inadapté. Donc là où je sais pas, des tigres vont avoir des griffes, nous on va plutôt avoir des couteaux, ou des silex dans les temps encore plus anciens. Et donc on va pallier par la technique, donc par le travail, par un apport technique, notre humaine condition. Donc le travail n'est déjà pas choisi, il est tout de suite une contrainte. Et donc c'était mal vu en fait de travailler.
Si vous étiez un citoyen grec, vous ne deviez pas travailler parce que c'était pas c'était pas votre boulot tout simplement. Vous deviez vous concentrer sur la vie de la cité. Vous deviez vous adonner à ce qu'on appelle la vie contemplative. Si on va un petit peu dans le temps et enfin de nouveau un bond dans le temps, donc de l'Antiquité, on passe au Moyen Âge, avec en tout cas en Europe, avec toute l'influence de la culture judéo-chrétienne. Dans la Bible, donc il y avait Adam, il y avait Ève, en tout cas dans le livre. Ils étaient au jardin d'Éden, il se passe ce qui s'est passé, il y avait le fruit de la connaissance, le serpent qui dit oui, vas-y, bouffe-le, tu verras, c'est cool, dit grossièrement. Et donc voilà, elle croque le fruit de la connaissance, Dieu il est pas content, il les chasse, et il dit la chose suivante, donc il dit à Ève, tu enfanteras dans la douleur, ce qui est pas forcément sympa, et il dit à Adam, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Je crois que c'est quasiment ça. Pour dire que voilà, t'avais pas besoin de bosser dans le jardin d'Éden, du coup, maintenant, t'es chassé du paradis et tu devras bosser pour pouvoir bouffer. Donc, on est de nouveau dans une conception du travail comme une punition. Pas dans un truc vachement cool de l'épanouissement dans le travail. Oui, le plein emploi, oui, votez pour moi, il y aura du boulot. Non, pas du tout. C'est vous êtes chassé, vous allez devoir bosser. Et donc, il y a toute cette influence-ci. Et quand on regarde effectivement au Moyen-Âge et même jusqu'à l'époque moderne, il y avait la noblesse et le clergé qui ne bossaient pas. Et seul le tiers-état travaillait au champ pour justement subvenir aux besoins du pays. Il a fallu attendre le 15e, 16e siècle pour que le travail soit considéré comme une activité productive. C'est-à-dire que le travail n'est plus simplement en vue d'une subsistance, d'une contrainte par rapport à notre condition humaine, mais la capacité à créer quelque chose. D'où le fait que, par la suite, l'artisan va apparaître comme presque plus important que le noble, au sens où le noble, je ne vais pas dire qu'il sert à rien, mais il apporte rien de plus que le fait d'être. Là où l'artisan, on va dire avec des guillemets, sert à quelque chose. Si je fais un petit résumé, dans l'Antiquité, le travail était réservé aux esclaves, les citoyens ne travaillaient pas et s'adonnaient à la vie contemplative. Moyen-Âge, le travail est une punition d'ordre divin, et la noblesse, par le fait d'être née, ne bosse pas et vit justement vit du fait que les autres travaillent pour eux. Et ensuite, dans la perception que les gens auront du boulot, le travail est quelque chose qui sert à produire. On commence un petit peu à débroussailler. Ensuite arrive la révolution industrielle jusqu'à l'époque contemporaine. Vous avez donc l'exode rural, autour de 1850. Tous les paysans vont travailler à l'usine. Et donc là, il y a besoin du coup de main-d'œuvre, il y a besoin de travailleurs, et il faut, avec beaucoup de guillemets, les appâter. Si on fait du coup un bond dans le temps et qu'on arrive à notre époque, on voit bien que dans la politique actuelle, le travail est presque vu comme un argument politique. Dans son discours politique, la personne pour qui on veut s'attirer notre vote, va vendre comme idée le fait que grâce à lui ou elle, il y aura un retour à l'emploi. Donc on va voter pour la personne qui va nous sauver du chômage massif. Et c'est là où justement je pense qu'on confond l'emploi et le travail. Si on se penche sur les définitions, un emploi, ce serait une action ou une manière d'employer quelque chose ou d'employer quelqu'un en vue d'un usage spécifique. Par exemple, j'emploie une brosse à dents pour me brosser les dents, j'emploie un ouvrier pour travailler dans l'usine et faire une tâche bien définie. Alors qu'un travail, c'est plutôt déjà une activité humaine. Ça, c'est Marx qui explique ça. Il dit que le travail est proprement humain, dans la mesure où effectivement, si on regarde des sociétés animales du type les abeilles ou les fourmis, pour ne prendre que, il y a effectivement une transformation de la nature en vue de quelque chose. Les ruches, ça pousse pas sur les arbres, mais par contre, c'est construit par les abeilles. Ce que Marx nous dit, c'est qu'on peut pas vraiment considérer que les abeilles travaillent comme travaillerait un humain, dans la mesure où l'humain, il y a toujours cette conception, cette image mentale de ce qu'il va faire. Alors après, je suis pas du tout entomologiste, peut-être que si on faisait passer un IRM à des abeilles ou des fourmis, on verrait peut-être des espèces de connexions dans leur système nerveux qui
provoque une pseudo-image mentale de l'alvéole qu'elle fabrique, pour prendre le cas des abeilles, mais je suis pas convaincu. Mais si je me tiens à cette définition, donc un travail ce serait une activité humaine, peut-être même proprement humaine, qui nécessite un effort soutenu, je pense que l'emploi partage ceci, qui vise à la modification des éléments naturels, ou de la création, ou la production d'une nouvelle chose, qui nécessite l'imagination ou même de nouvelles idées. Je vais prendre un exemple, donc modification d'éléments naturels, c'est-à-dire que par exemple d'un arbre, je vais en faire des pièces de bois, des morceaux de bois. De la création, de ces morceaux de bois, je vais en faire des tables. La production de nouvelles choses, donc il y a recours à une imagination, je vais inventer un certain type de table, ou de nouvelles idées, je sais pas, penser l'ébénisterie, si on veut vraiment aller au bout du délire sur le bois. Ce qu'on voit du coup par rapport à ça, dans le travail, c'est donc une activité proprement humaine, là où l'emploi, c'est une dynamique de quelque chose d'extérieur qui agit soit sur une chose, soit sur un individu. L'employé obéit à son patron, sa patronne. L'objet que l'on emploie obéit à ce qu'on en fait. L'ouvrier ou quelqu'un qui travaille dans l'administration, enfin bref, qui a un emploi qui est là pour une tâche bien spécifique. C'est là où Marx va parler justement de l'aliénation, le fait que l'ouvrier est complètement dépossédé, et vous avez ça également dans le film Les Temps modernes de Charlie Chaplin, où vous avez cette scène où le personnage de Charlot est en train de visser des écrous, il fait ça à répétition, et ensuite il devient complètement aliéné, où il est même avalé par la machine, et quand il sort de son lieu de travail, il continue à vouloir serrer de tout ce qui ressemble à des écrous. Et donc ce que Marx explique, c'est que c'est l'aliénation chez le prolétaire, c'est le fait qu'il est complètement dépossédé de l'objet qu'il fabrique, et vous avez ça avec le Fordisme également ensuite. Vous avez la division du travail qui fait qu'il y a une partie des ouvriers qui vont faire les portières, une autre partie qui vont faire le moteur, une partie qui vont ajouter les roues, etc., etc. Et chaque employé est là pour une tâche bien spécifique, et il est dépossédé dans la mesure où il ne sait pas exactement ce qu'il fait, quel est le but final de ce qu'il va faire. Et vous avez exactement la même chose dans l'administration française. Il n'y a qu'à voir le temps que ça prend pour obtenir un petit papier, un document qui peut... En plus, le temps va passer, mais ce document manquant peut vous mettre dans une merde noire, parce que c'est aussi subdivisé. C'est presque du taylorisme administratif, et vous avez ça également dans le film Astérix, enfin les 12 travaux d'Astérix avec le fameux laissez-passer A38. Si je reviens un petit peu à mon propos, l'argument politique n'est pas de sauver le travail justement, mais de sauver l'emploi. D'ailleurs, on parle de Pôle emploi, mais pas de Pôle travail. Il fait que du coup, à Pôle emploi, vous cherchez un emploi. Là où beaucoup de personnes vont dire je cherche du travail. Il y a quand même cette subtile différence qui, je trouve, n'est pas à prendre mine de rien à la légère, parce que quand on sait ce que l'on cherche, c'est plus facile de trouver. Le burn-out est effectivement le fait qu'on se tue de plus en plus à la tâche qui nous est demandée, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et cette absence de sens fait que vous pouvez sombrer dans un burn-out qui à la fois est une fatigue physique, mais également une énorme fatigue psychique. Un peu comme le mythe de Sisyphe, qui est repris ensuite par Albert Camus, où Sisyphe est condamné à pousser un énorme caillou en haut d'une colline, et une fois qu'il arrive en haut, elle retombe, et ainsi de suite. Et il doit la repousser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc effectivement, je pense qu'il y a à la fois un burn-out par les personnes passionnées par leur travail, mais il y a également un burn-out d'une grande fatigue psychique, même une détresse psychologique, quand on se tue à la tâche, quand on se tue à l'emploi. Il y a eu ça notamment, on peut penser au phénomène qu'il y a eu chez France Télécom, où les gens se suicidaient tous. Et il me semble, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, qu'il y avait eu des témoignages des personnes qui avaient accès aux mails du PDG de France Télécom, ou en tout cas des N+1 ou N+2, qui voulaient justement faire une vague de licenciements, mais il me semble, donc il faudrait vraiment vérifier cette source, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais si c'est vrai, c'est assez fou, que dans son mail, il avait dit les gens partiront soit par la porte, soit par la fenêtre. Si c'est vrai, c'est quand même... c'est affreux. Si c'est faux, si c'est passé reste affreux, dans tous les cas. Donc dans tous les cas, c'est affreux. Si on retourne un petit peu sur la distinction travail et emploi, on pourrait dire que le travail est plutôt ce qui serait de l'ordre de l'artisanat, en tout cas la fabrication, tout ce qui est travail intellectuel, même le travail dans les champs, qui est une transformation de la nature en vue de quelque chose, en vue de produire quelque chose.
et tout ce qui est dans le monde créatif, donc l'artiste travaille, même si parfois on ne dirait pas, mais c'est un vrai travail, comme faire des vidéos ou faire des podcasts. Donc là où il y a du travail, eh ben, il n'y a plus d'emploi, dans la mesure où vous vous auto-employez à faire quelque chose, à produire quelque chose, à transformer quelque chose. Donc l'aliénation, elle est plutôt là où il y a de l'emploi. En tout cas, c'est ma théorie. Je pense qu'on peut parler d'aliénation là où il y a vraiment de l'emploi. Dans la mesure où c'est quand on est employé à faire quelque chose qui ne dépend pas de nous, enfin, ça dépend de nous de le faire ou pas, mais où on doit répondre à un cahier des charges qui nous est donné par une entité extérieure, généralement quelqu'un plus haut dans la hiérarchie de notre entreprise. C'est là où justement, où il y a de l'aliénation, il y a de la perte de sens, et du coup là il peut y avoir des burn-out, du harcèlement moral pour que la personne fasse vraiment ce qu'on a envie qu'elle fasse. Et ça va même encore plus loin, quand vous faites connaissance avec une personne, et que vous lui demandez, ou qu'elle vous demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie, du faire, vous passez à l'être, je suis, et là vous ajoutez le nom de votre boulot. Sauf que la question c'est qu'est-ce que tu fais ? On n'est pas ce que l'on fait. D'un point de vue existentiel, peut-être, mais à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, on fait plein de choses. On va se promener, enfin du temps où on pouvait se promener, on va au cinéma, on lit des livres, on se fait des amis, peut-être qu'on fabrique quelque chose. On fait, et c'est les choses que l'on fait qui constituent la manière dont on va exister. Mais on n'est pas directement ce que l'on fait. Tout ça pour dire que du coup, l'emploi a presque transcendé son concept pour devenir un concept identitaire. Et effectivement, les personnes qui sont demandeuses d'emploi, ça les culpabilise en fait. Alors que quand vous êtes demandeuse d'emploi, vous faites quand même quelque chose dans la vie. Et effectivement, on ne peut pas réduire une personne à son travail, ni à son emploi, pour le coup. Le travail est devenu tellement prépondérant, tellement identitaire, alors que je vous rappelle qu'il a fallu attendre le XVIe siècle pour que le travail soit mis en avant, au sens de production de quelque chose. Alors que pendant des siècles, même des millénaires, c'était quelque chose qui était réservé à soit, je mets des guillemets, mais le peuple, quand il y avait sous l'Ancien Régime, et carrément les esclaves dans l'Antiquité. Sauf que, bon, faudrait vraiment regarder un petit peu si les esclaves dans la Rome ou la Grèce antique, je pense pas qu'ils avaient non plus une vie de rêve, mais je ne sais pas si c'était de l'esclavage comme il y a eu avec la traite négrière. Ou si du coup les esclaves dans la Rome et Grèce antique étaient un peu comme, je sais pas, des employés en fait, d'une certaine manière. On est passé de quelque chose de pas mal vu mais réservé à quelque chose que personne ne voulait faire, à vraiment quelque chose d'identitaire. Et comme le dit Virginie dans le chat, que ne pas travailler, effectivement, c'est presque mal vu. Alors que je pense sincèrement qu'il faudrait non pas viser le plein emploi, parce que je ne vais pas vous spoiler la suite, mais vous verrez que ça pose problème, mais plutôt un retour à ce qu'on appelait l'otium et la scolée. Un retour à une vie dont le travail est vu comme la pure production de quelque chose. On est en plein confinement, à l'heure où j'enregistre ce podcast, et même ne rien faire, c'est produire quelque chose, parce qu'en faisant rien, en vous adonnant à l'ennui, c'est là où, même inconsciemment, vous allez vous mettre à créer quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été créées déjà par une frustration. Par exemple, Elon Musk avait créé PayPal parce qu'il voulait trouver un moyen de payer de manière sûre sur Internet. L'application Uber a été créée par son patron, en fait, angoissé du fait d'appeler un taxi sans savoir où il était, sans savoir combien il allait payer, etc. Donc c'est né d'une angoisse. C'est comme ça qu'est né Uber. Enfin, l'histoire est un petit peu plus longue, mais on voit que quelque chose est créé soit à partir d'ennui, soit à partir d'une frustration. Et peut-être que justement l'ennui, c'est le moment de penser à ce qui nous frustre et pouvoir trouver des moyens de que ce ne soit plus des frustrations. Genre j'en ai marre de quelque chose, et j'agis pour que cette chose ne soit plus une frustration. Donc la frustration peut être une source de création. Mais je m'éloigne un petit peu de mon propos. Donc oui, je prône un retour de l'otium, un retour de la scolée, une revalorisation du travail au sens de faire quelque chose pour dire de faire quelque chose. Que le travail ne soit plus obligatoire. Ou en tout cas, que l'emploi ne soit plus obligatoire. Parce que non seulement, c'est Coluche qui disait ça, les gens ne veulent pas du travail, de l'argent leur suffirait,
Je pense que c'est vrai. Dès l'instant où un boulot est complètement subi, qui nous angoisse et qu'on le fait uniquement pour dire d'avoir un peu d'argent pour subvenir à nos besoins, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, dans notre société, c'est compliqué de vivre sans argent, mais si on parle un petit peu du revenu universel, c'est quelque chose dont on va parler plus tard dans le podcast, je pense que ça servirait à tout le monde en fait. Parce que si on parle un peu de l'avenir du travail, en 2015, une vidéo, mais elle s'appelait Humans Need Not Apply, parle de l'automatisation du travail. Il prend le cas des chevaux de trait. À l'époque, justement, je pense qu'on est au début des années 1900, et bien avant même, mais à l'apparition du moteur, avant, dans les travaux dans les champs étaient effectués par des chevaux de trait, et petit à petit, ils ont été remplacés par des machines. Qu'ont fait les chevaux de trait? Qu'est-ce qu'on a fait des chevaux de trait? Ces chevaux ne se sont pas syndiqués, n'ont pas fait des manifestations en disant « oui, les machines ont piqué notre travail ». Parce que on employait les chevaux, justement, à faire quelque chose, qui ont été ensuite remplacés par des machines, et c'était bien pratique dans la mesure où les machines, on n'a pas besoin de les nourrir, elles n'ont pas besoin de dormir, elles n'ont pas besoin de choses qu'un être vivant a besoin parce qu'il répond à un déterminisme biologique. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait des chevaux? On les a mis, en fait, je ne sais pas exactement ce qu'on en a fait, mais soit ils ont été relégués soit on les a laissés tranquilles, ce qui serait pas plus mal, soit ils ont servi à faire des courses, ou à la police montée, je ne sais pas. Bref, on n'a pas pu leur retrouver un travail. Déjà parce que les chevaux n'en ont pas besoin. Nous avons besoin des chevaux, mais les chevaux n'ont pas besoin de nous. Et si on prend le cas des chevaux de trait, vous avez maintenant les caisses automatiques qui remplacent les hôtes et les hôtesses de caisse. Vous avez plein de choses en fait que des robots font. Il y a de moins en moins d'ouvriers par exemple dans les usines automobiles, parce que maintenant, un ouvrier va plutôt appuyer, schématiquement, va plutôt appuyer sur un bouton, et toute la machinerie va faire le reste. Et dans cette vidéo, il fait le cas de pas mal de domaines d'activité, que ce soit des activités manuelles, ou même des activités plutôt intellectuelles, ou même ce qu'on appelle les cols blancs, ou même l'emploi de juristes, peut être fait par une machine. Dans la mesure où, au début, quelqu'un qui fait une carrière dans le droit, il va s'occuper de petits dossiers ou de choses comme ça, ça va être très administratif, et on peut très bien imaginer un robot ou une intelligence artificielle qui va elle-même trier les dossiers qu'on demande aux juristes. Il y a même des IA qui composent des musiques. Bref, tout type d'emploi peut être fait par une machine. Vous avez même des robots qui apprennent aux autres robots. Et avec alors je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais des espèces de cerveaux numériques où ils ont essayé de créer un système neuronal artificiel qui fait qu'une machine apprend en faisant. Donc, on arrive au point où si l'entièreté, en tout cas quasiment l'entièreté, des emplois peuvent être faits par des machines, qu'est-ce qu'on va faire des humains? Pourquoi vouloir sauver à tout prix et promettre quelque chose qui, déjà, n'est pas voulu par la grande partie de la population et pourra forcément être fait par des robots? Prenez la Google Car, qui est une voiture sans pilote. Je pense que Uber va complètement arrêter d'employer des humains dès l'instant où cette voiture, qui au début va être à mon avis super chère, mais les lois du marché sont de telles que au plus il y a de demande, au plus il y a d'offres, plus le prix baisse. Un ordinateur, avant, ça valait une fortune. Maintenant, je dis pas que ça vaut une bouchée de pain, mais ça vaut pas... tout le monde est capable d'avoir un ordinateur chez soi. C'est même handicapant de ne pas en avoir. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous ces humains dont on ne sait pas quoi faire? Déjà, est-ce qu'il faut vraiment sauver l'emploi? Si on prend les caisses automatiques, est-ce que vraiment c'est utile et pertinent de vouloir à tout prix sauver le métier d'hôte et hôtesse de caisse? Je sais très bien que ça aide des personnes à vivre. J'ai des amis qui l'ont fait pendant des années pour payer leurs études. Mais est-ce que c'est vraiment là la vraie question? Est-ce que le combat est vouloir à tout prix sauver des emplois qui vont être remplacés par la suite et dont très peu de gens choisissent délibérément d'effectuer?
Par exemple, si on prend le cas par exemple des gens qui travaillent dans les drives, chez Chronodrive ou même dans les hangars d'Amazon. Je ne suis pas convaincu que toutes les personnes qui bossent là-bas choisissent délibérément. Généralement, c'est plutôt une activité subie. Si du jour au lendemain, tous ces emplois sont remplacés par des robots, certes, ça fera de moins en moins de petits boulots que les personnes font pour subvenir à leurs besoins, mais vouloir à tout prix sauvegarder ce type d'emploi, c'est pas pour moi c'est pas le bon combat. Je comprends la nécessité, le but c'est pas de leur jeter la pierre. Quand j'étais étudiant, j'ai bossé dans des trucs où je voulais absolument pas bosser, mais j'avais pas prétention d'y faire carrière. Donc, je pense que le combat, c'est plutôt que de vouloir sauver des emplois dont personne ne veut et qui vont être remplacés peut-être même plus rapidement qu'on ne le croit, c'est justement de repenser cette notion de travail, et c'est exactement comme vous le dites dans le chat, que voir la différence de l'humain. Peut-être que tout ce qui est créatif, donc certes il y a des robots qui peuvent créer des musiques, qui peuvent créer des tableaux, etc. Mais le métier d'artiste va pas être remplacé du jour au lendemain. Ce qui va être remplacé, c'est les emplois. Ou justement, comme dans la définition, on emploiera un robot pour une tâche spécifique. Là où les humains pourraient revenir justement à une vie contemplative, dédiée à la créativité, la spiritualité, repenser l'existence dans le monde, faire de la philosophie, essayer de gérer un petit peu les problèmes sociétaux issus de cette économie néolibérale qui fait du travail une identité. Parce que de toute manière, on est je ne sais pas combien sur Terre, je crois qu'on est à peu près 7 milliards et demi. À mon avis, on sera, enfin sauf si on se reprend des pandémies. D'ailleurs, il y a une vidéo de Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology sur les futures pandémies. Je vous invite à aller la voir. Mais on voit bien que ces pandémies sont la conséquence d'un mode de vie et d'une économie néolibérale qui, et j'en ferai sûrement un podcast un jour, qui selon moi répond presque à une forme de nature humaine. Mais je vais pas trop rentrer dans les détails, il faut encore que je fasse mes recherches. Mais à moins qu'il y ait de nouvelles pandémies qui déciment la population, genre la peste noire qui avait tué la moitié de la population, je crois que c'est au Moyen-Âge, on n'est pas à l'abri de nouvelles pandémies qui vont de toute manière nous tuer, je pense que tout simplement. Donc on est déjà beaucoup trop sur... Enfin, je ne sais pas si on est trop sur Terre, en tout cas on est mal répartis, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne pourra pas avoir un emploi. C'est impossible. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Par contre, tout le monde peut avoir un travail, au sens d'une activité en but de produire quelque chose. Dès l'instant où vous faites quelque chose pour dire de faire quelque chose, enfin selon moi, vous travaillez. Quand vous vous mettez à transformer la nature en vue de quelque chose, si on revient un petit peu au mythe de Prométhée, dans le but de pallier à une condition humaine qui est assez chétive par rapport aux autres êtres vivants, nous, évidemment, c'est l'évolution de notre cortex et l'apparition du néocortex qui a fait qu'on est ce que l'on est, les homo sapiens que nous sommes. Donc peut-être autant justement mettre ça à profit, en travaillant. Donc il y aura toujours cette étymologie tripalium, qui est l'instrument de torture, mais en se la réappropriant en tant qu'activité dans le but de produire quelque chose, et que ce soit créatif, que ce soit artisanal, etc., c'est peut-être ça, justement, un avenir plus prospère pour les humains que nous sommes. Et apprendre, comme c'est dit dans le chat, à réapprendre un petit peu plus à habiter la Terre. Surtout que écologie, écos, c'est la maison, logie, c'est la science. Donc si on part du principe que l'écologie, c'est la science de la maison, en avoir une meilleure connaissance, c'est peut-être également une possibilité pour y vivre beaucoup mieux. Et donc voilà, donc parmi les solutions, j'en ai pas vraiment. Je ne sais pas trop quelle solution apporter. Je sais qu'il y a toute la problématique du revenu universel qui semble légitime et qui semble répondre vachement bien aux contraintes futures. Et puis surtout, on voit bien avec le cas du Covid-19 que l'arrêt de l'activité humaine, ou en tout cas la suspension, le ralentissement de l'activité humaine, étrangement, au moins on s'active, au moins on pollue. C'est fou, on s'y attendait pas du tout. Mais on voit bien que du coup,
Il y a des personnes qui ont réussi à se ressourcer en fait avec ce confinement. Donc oui, il faudra repenser. En tout cas, je pense que c'est en repensant un petit peu cette notion de travail et en l'appliquant en fait dans la vie réelle, dans la réalité, pas juste dans le monde des idées, pour parler comme Platon, repenser pour réagir. Et mieux penser pour mieux agir. Parce que le problème est là. Il n'y aura pas de boulot pour tout le monde. Il est possible de travailler juste pour dire de faire quelque chose. Notre économie, on voit bien que ça ne fonctionne pas, dans la mesure où c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et la destruction de l'homme par l'homme, et qui plus est de son habitat naturel, donc on détruit les conditions de possibilité d'une vie décente, et donc voilà, que faire? Pour conclure, d'un point de vue historique, le travail était mal vu, quelque chose réservé aux esclaves pour que les citoyens puissent s'adonner à une vie contemplative. Ça a continué jusqu'au Moyen-Âge où les nobles ne travaillaient pas, et déjà ils n'avaient même pas le droit en plus je crois de travailler, et c'était mal vu s'ils le faisaient quand même. Pour arriver à quelque chose un travail donc à l'époque moderne qui donne de la valeur, comme la production de valeur, pour ensuite être un peu confondu avec le terme de l'emploi, donc ça a été un terme qui a été galvaudé pour remplacer par l'emploi. La question du sens dans le travail est possible. La question comment redonner du sens à son travail, eh bien, je pense que c'est possible de redonner du sens à son travail dans la mesure où on le distinguerait de l'emploi, et en faisant quelque chose dont on apporter une valeur à son travail, pour justement donner de la valeur à la personne à qui ce travail s'adresse, si ce n'est pas soi-même, et donc là où il est beaucoup plus improbable de trouver du sens dans son emploi. Parce que le fait d'être employé, quand on parle d'emploi, c'est presque être relégué au rang de chose, comme une chose que l'on emploie, un rouage parmi la mécanique, alors que le travail est source de productivité. Et c'est là où on peut trouver du sens, même dans la souffrance que le travail peut faire. Au sens où, par exemple, on dit que dans l'entrepreneuriat, on ne compte pas nos heures, c'est souvent vrai, en tout cas dans mon cas, je vois bien que je travaille beaucoup plus que quand j'étais prof, mais j'en suis pas, c'est pas une souffrance pour moi, mais comme ça m'arrive de répondre à des mails, à des rendez-vous, ou dans la production ou la création de quelque chose et qu'il est, je sais pas, 23h ou un truc comme ça et que j'aimerais bien me coucher, je suis beaucoup plus tolérant, j'accepte beaucoup plus, ouvrez les guillemets, cette souffrance, beaucoup de guillemets parce que c'est pas non plus une souffrance, mais parce que ça a du sens pour moi. Là où quand j'étais prof et que je devais corriger des copies un dimanche, ça me faisait chier. Parce que je trouvais pas de sens. Je le remarque avec la plupart des personnes que j'accompagne, quand j'en parle de la vie professionnelle, la plupart du temps, ils se mettent à quitter leur boulot, ou en tout cas à vouloir quitter leur boulot. Parce que justement, ils n'y trouvent pas de sens. Parce que justement, ce sont des employés. Alors je fais pas l'apologie de l'entrepreneuriat, c'est pas ça. C'est juste que c'est plus difficile de trouver du sens, c'est quelque chose que l'on n'a pas forcément choisi. Et donc ce qu'il faudrait, en tout cas ce que je prône, c'est le retour à la scolée, à l'osium, à savoir s'adonner à la vie contemplative et au pur plaisir d'exister. Je vous remercie et je crois que j'ai tout dit. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par une note et un commentaire, ça aide beaucoup au référencement. Évidemment, vous pouvez partager cet épisode. Si vous voulez poursuivre la discussion, rejoignez-moi sur Instagram, @SimonDelannoy, j'ai mis un lien dans la description. Enfin, pour aller plus loin et découvrir mes accompagnements, je vous redirige vers mon site dont le lien est également en description. Sur ce, bon futur!